Merci beaucoup, Jean-François Naton. Merci. On aura un temps de questions dans quelques minutes, mais pour le moment, on a le plaisir d'accueillir en visio Nicolas Cattel qui est avec nous déjà depuis le début de votre présentation. On va à présent aborder la question d'une approche différenciée par l'évaluation des risques professionnels pour les femmes et les hommes. L'idée, vous allez le voir, ce n'est pas de distinguer pour distinguer, mais de mieux comprendre les expositions et les impacts différents afin d'enrichir les démarches de prévention. Je laisse donc la parole à Nicolas Cattel. On vous écoute. Bonjour, merci. Bonjour à toutes et tous. Et déjà, toutes mes excuses de ne pas être avec vous, c'était prévu. Il y a un écho, non? Alors nous, on vous entend bien dans la salle. Super. Alors, moi, j'en ai un, mais c'est pas grave. Alors. Oui, j'aurais dû être là et puis des aléas d'avion m'ont empêché de profiter de votre main. Donc, toutes mes excuses pour ça, mais l'objet de ma présentation auprès de vous aujourd'hui, c'est effectivement d'évoquer l'évaluation différenciée des risques professionnels. Pour les à l'ANACT, nous avons édité, publié il y a mi-septembre, un guide pour proposer des repères méthodologiques pour outiller tout ça. Donc déjà, pour me présenter, donc moi je suis chargé de mission à l'ANACT, au siège de l'ANACT à Lyon, voilà, depuis 5 ans. Et avant, j'ai une 2 décennies vie professionnelle de conseiller en prévention dans la fonction publique territoriale et d'inspection santé-sécurité au travail, où j'ai à la fois pu côtoyer beaucoup de documents uniques et puis aussi contribuer un certain nombre à se faire et animer un certain nombre de démarches. Voilà, pour vous dire un petit peu d'où je parle. Si on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, dans quel contexte est-ce que cette réflexion a été menée? Tout d'abord, on s'appuie, et l'idée c'était d'opérationnaliser une obligation qui existe depuis 2014 dans le Code du travail, puisque en 2014, une loi a précisé l'article qui rend obligatoire l'évaluation des risques professionnels pour tout employeur par cette phrase: cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition aux risques en fonction du sexe. Donc 2014, l'obligation est posée. Et puis, au fur et à mesure des années, et de plus en plus, la demande, l'attente sociétale s'est faite. La nécessité de ce travail différencié, de cette approche différenciée, a été de plus en plus reconnue et attendue, voilà, mais avec un constat de peu, voire pas de mise en œuvre. Et ça, on peut le retrouver. Alors, je vous ai mis, on peut le retrouver à plein d'endroits, mais je vous ai mis 2 déclarations un peu institutionnelles qui reprennent ces éléments-là. La déclaration du groupe d'orientation permanent de l'ex-COCT, maintenant c'est le CNPST, de 2020. Et on retrouve à peu près les mêmes constats, alors beaucoup élargi, puisque la délégation du droit des femmes au Sénat, dans son rapport d'information de 2023, a fait un travail très complet. Voilà. Mais en tout cas, je voulais en tirer avec vous 4 éléments essentiels. Ces 2 avis, rapports, pointent du doigt le fait que la santé au travail des femmes relève d'un enjeu majeur de santé au travail. Voilà. Et donc, moi, je rajoute aussi de santé publique, voilà, qu'ils reprennent et ils valident la nécessité d'une prise en compte différenciée selon le sexe des risques professionnels pour des actions de prévention plus pertinentes. On rejoint l'idée que j'ai entendue depuis, avec plaisir depuis le début de l'après-midi, c'est-à-dire que l'évaluation n'est pas un but en soi, mais c'est bien pour mettre en place des actions de prévention. Ils constatent ensemble, l'un après l'autre, ces 2 avis, un défaut de mise en œuvre quand même de l'évaluation différenciée des risques, et rappellent aussi la nécessité de conception et de diffusion d'équipements de protection individuelle adaptés selon les sexes. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui est connu. Donc effectivement, jusque-là, peu ou pas de mise en œuvre, aussi parce que il n'y avait pas peu ou pas d'outillage proposé aux entreprises et aux acteurs de prévention pour aider
à prendre cette nouvelle obligation à bras le corps. Alors, ceci dit, cette pertinence, il fallait aussi un petit peu la matérialiser et se demander sous quel angle est-ce qu'elle était, sous quel angle elle pouvait se matérialiser. Et on s'est aperçu, alors pas moi parce que j'étais pas là à cette époque-là, mais des collègues de l'ANAC se sont aperçus qu'il n'y avait pas de données sinistralité sexuée pour se demander est-ce qu'effectivement on pouvait y voir des différences déjà de conséquences du travail et de l'activité professionnelle sur les femmes et sur les hommes. Voilà. Donc elles se sont attelées à croiser les bases de données de l'INSEE, de la CNAM, etc. pour créer ces premières photos statistiques et l'ont pu le faire sur les données 2011-2019, 2001-2019. Et là est apparu quelque chose d'assez important, c'est que si on avait une baisse globale de la sinistralité au niveau des accidents du travail, ce dont tout le monde se félicitait à raison, voilà. En fait, ça masquait deux courbes différentes, c'est-à-dire qu'on avait une très forte baisse pour la population masculine au travail et une forte hausse, par contre, pour la population féminine au travail. Et donc, c'est les seuls chiffres que je vous donnerai parce que dans le guide, vous verrez que la première partie apporte beaucoup d'éléments, d'argumentaires pour appuyer effectivement par le biais de recherches publiées, par le biais de différentes études scientifiques, etc. Enfin, la pertinence de cette approche, mais en tout cas, rien que là, ça permet quand même de faire l'hypothèse que si on a des évolutions de sinistralité différentes de cette façon-là, c'est qu'on doit avoir des impacts différents et peut-être des niveaux de prévention différents aussi pour les femmes et les hommes. Voilà. Alors, à l'ANACT, à ce niveau-là, on s'est dit, on est parti, si je peux avoir la diapo suivante, s'il vous plaît. Merci. Voilà, on est parti du principe, pour traiter cette question-là, qu'il y avait qu'il y avait effectivement, partie de l'hypothèse qu'il y avait des conséquences différentes du travail pour les femmes et les hommes, et que pour aller essayer de les débusquer, de les faire apparaître, il fallait considérer deux grands champs. Ces conséquences différentes, elles venaient de deux grands champs. La première, c'est le champ de l'exposition différencié aux conditions de travail. Voilà. C'est-à-dire que tout au long d'une vie, en fonction des postes et activités qu'on occupe, femmes et hommes, en France, les activités, les métiers sont encore très sexués. Voilà, on s'aperçoit aussi, il y a eu des études de la DARES notamment qui ont montré que en population générale, les conditions de mobilité, les évolutions de carrière, les parcours étaient différentes, voilà, et que les femmes étaient plus souvent sujettes à tomber dans ce que moi j'ai appelé, c'est pas très beau, mais j'ai pas trouvé autre chose, des trappes à usure, voilà, c'est-à-dire on rentre dans un métier tardivement après avoir élevé les enfants et effectivement dans des métiers peut-être moins techniques qui permettent moins d'évolution, donc on est exposé au même risque pendant quasiment toute sa vie professionnelle et donc on est confronté à un phénomène d'usure plus important, voilà. Et puis, on a aussi le constat que les métiers à prédominance féminine sont souvent moins qualifiés et avec une technicité moins reconnue, donc moins d'accès ou de conscience du besoin de formation. Et dans ce besoin de formation, c'est aussi une des actions de prévention existantes. Donc ça, c'est le côté exposition différenciée, prendre en compte le parcours des personnes au travail, pour évaluer les risques. Voilà. Et puis, il y a la question des impacts différenciés, c'est la première à laquelle on pense, avec trois grands champs. Hein. Là encore, c'est plus précis et plus détaillé dans le guide, mais on pourrait les classer en trois grands champs. La question de l'adaptation, j'avais envie de dire de l'inadaptation des postes de travail, du matériel, de l'organisation ou des mesures de prévention, à la diversité de la population au travail, voilà, et donc aux femmes et aux hommes. Alors pour des questions de différence physiologique, hein, c'est un peu les premières choses qui viennent à l'esprit. Et puis aussi en se rappelant quand même que le travail, l'organisation du travail, la conception des postes, des outils, mais aussi la façon, les référentiels pris pour évaluer les risques, pour faire les études épidémiologiques, etc., etc. Tout ça, c'est traditionnellement fait en référence à ce qu'on appelle l'homme moyen. Voilà, c'est celui qui est pile au milieu de la courbe de Gauss de la population masculine. Voilà. Et que effectivement, ça amène
ça peut amener des questionnements et des difficultés dès que homme ou femme, on s'écarte de cette moyenne. Voilà, alors c'est souvent même l'homme moyen et jeune, donc avec le vieillissement de la population, on a aussi, et j'en fais partie, on a aussi des questions qui peuvent se poser à ce niveau-là. Voilà. Donc ça, c'est plutôt les questions d'adaptation de poste. Après, il y a la question des risques invisibilisés, moins considérés et moins reconnus pour les métiers à prédominance féminine. C'est surtout parce que les postes à prédominance féminine sont surtout exposés, principalement exposés à des risques qu'on appelle à long terme ou à effet différé, et donc qui sont moins visibles immédiatement. Effectivement, on va tout de suite se rendre compte que quelqu'un qui travaille sur un toit à 6-8 mètres de haut, il est exposé à un risque grave, voilà. On va peut-être moins voir que la personne qui s'occupe, l'auxiliaire de puériculture en petite enfance, elle est exposée à un risque important immédiatement, hein. Elle est à l'intérieur, elle n'a pas de risque de tomber de haut. Bon, ceci dit, il y a quand même une bonne partie de la population de ces métiers-là qui ont du mal à finir leur carrière en bonne santé, voire des fois du mal à finir leur carrière tout court. Donc ça pose quand même des questions. Et puis on retrouve le côté de la professionnalisation et de la technicité moins reconnue, donc peut-être une attention moins forte en termes de prévention, avec aussi des questions d'essentialisation des métiers sur peut-être des compétences naturelles. Hein. On pense au métier du care ou de l'entretien. C'est peut-être comme à la maison, par exemple, ou comme quand on a un instinct maternel. Voilà. Donc, moins peut-être de reconnaissance du besoin de professionnaliser ces activités-là. Voilà. Et puis enfin, il y a un côté risque spécifique, puisque pour les femmes, pour les femmes et les hommes, il y a quand même des risques particuliers ou des impacts particuliers. Donc, on pense au risque de violences sexistes et sexuelles au travail, qui impactent majoritairement des femmes, et puis des impacts spécifiques pour les risques chimiques, avec un certain nombre de produits chimiques qui n'ont pas les mêmes conséquences sur les hommes et les femmes, en termes de maternité ou en termes de fertilité aussi, on a des choses particulières, spécifiques. Voilà. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ces deux champs-là, ils doivent s'articuler en fait. Ils doivent s'articuler. C'est pas l'un ou l'autre. Et en fait, c'est aussi intéressant de voir que c'est souvent des acteurs différents dans l'entreprise qui s'en occupent. La première partie étant plutôt liée aux politiques de mixité, de gestion de parcours, d'accès à la formation, donc plutôt des fonctions que je qualifierais de RH, voilà. Et puis la deuxième est plus sur des fonctions de santé, sécurité au travail, prévention, hein, démarche prévention. Et souvent, ce sont des dispositifs qui se parlent peu, alors qu'on a besoin, nous, dans le guide, on a essayé de voir quel lien on pouvait faire entre ça. Alors justement, alors non, la slide suivante, s'il vous plaît. Je voulais aussi vous parler de ça parce que c'est un des éléments importants auxquels on a été confronté avec des craintes fortes exprimées quand on a commencé à travailler là-dessus sur le risque de discrimination en fait. Voilà. Les personnes avec qui on en parlait nous disaient, mais en fait, on risque d'être accusé de discrimination si on traite différemment vraiment les hommes et les femmes. Voilà, et on peut produire éventuellement des éléments qui pourront favoriser des discriminations à l'embauche ou à l'accès de certains emplois. Voilà, c'est pas faux, mais en fait, c'est la façon dont on va mener les choses qui vont faire dont on va exploiter les résultats, j'ai envie de dire, dont on va mener les choses et dont on va exploiter les résultats. Et en tout cas, le rapport du Sénat l'a bien rappelé officiellement, donc c'est pas que l'ANACT qui le dit, que adopter une approche différenciée ne revient pas à discriminer les femmes dans la démarche d'évaluation. Voilà, je vous fais rapide. Pour nous, ça revient à évaluer les risques au plus proche de la réalité du travail, vécu par celles et ceux qui le font, et ça fait écho à la table ronde ou à l'intervention de Jean-François Nathan juste avant, voilà, en ayant en tête que on rentre par les questions des femmes et des hommes, mais et femmes et hommes peuvent être éloignés de l'homme moyen, par exemple, ce que je disais tout à l'heure. Et donc, ça peut amener à questionner, à faire remonter des questions de prévention et de sécurité qui auraient pu être ignorées et pour les femmes et pour les hommes. Voilà. Slide suivante, s'il vous plaît. Pour l'ANACT, en fait, il s'agit d'enrichir l'analyse des situations d'exposition au risque et de leurs conséquences en faisant émerger, s'ils existent, des risques méconnus, invisibilisés, des éléments de prévention qui seraient inadaptés, en prenant en compte les parcours. Il s'agit de faire ça sur l'ensemble des familles de risques et pas juste sur des éléments qui seraient tagués très
féminins comme les VSST ou comme la santé reproductive, par exemple, voilà, d'intégrer le risque de VSST comme un risque professionnel. Voilà. Le tout en enrichissant des démarches existantes. La proposition n'est pas de refaire une démarche complètement. Ce qui a été détecté, analysé dans les démarches, d'autant plus si elles sont vertueuses avec participation, etc., comme j'ai entendu en début d'après-midi, c'était très agréable d'entendre ça. Ce qui a été détecté, analysé et actions mises en œuvre, si elles sont pertinentes et valables, elles restent valables. C'est pas parce qu'on questionne plus loin ces impacts différenciés potentiels que ça n'est plus valable. Voilà. Et le tout, c'est pour construire des actions qui améliorent les conditions de travail pour toutes et tous. Hein. On garde l'esprit universel de la prévention. Voilà, voilà. Et en fait, en négatif, un petit peu pour la NAC, ben, il ne s'agit pas, ce qu'on propose pas, c'est de formuler des analyses différentes pour les femmes et les hommes, voilà, mais de prendre en compte les populations, les différences dans la population au poste de travail, de mettre en œuvre des actions différentes pour les femmes et les hommes. Donc ça, comme je viens de le dire, prévention universelle. On ne propose pas non plus de formaliser un DUER différent pour les femmes et les hommes. Vous verrez où est-ce qu'on propose d'intégrer les éléments qui seraient apparus par l'approche différenciée. Et il n'est pas question non plus de considérer différemment les risques auxquels sont exposés femmes et hommes, mais de partir sans a priori et de dire que on verra ce que l'analyse révèle des risques auxquels sont exposés, mais il n'y a pas de risque, il n'y a pas de poste a priori sans risque ou plus risqué. C'est l'analyse qui le dira. Voilà. Donc, on a donc pour faire ça, pour vous aider à faire ça, sorti un guide qui est à destination des acteurs de santé, sécurité au travail, hein, donc à destination des gens qui sont chargés d'animer et d'accompagner les entreprises dans cette démarche-là. Donc, c'est un peu technique, tout ça pour vous dire ça. En 3 parties. La première partie, comme je vous l'ai dit, c'est on rassemble un peu les connaissances sur la santé des femmes et les écarts femmes-hommes, faire poser un petit peu les éléments qui montrent la pertinence de cette approche. La partie 2, c'est une partie plus méthodologique. Donc, où est-ce que dans les différentes phases d'une démarche type, on peut enrichir la démarche pour prendre en compte l'approche différenciée. Et la troisième partie, c'est une partie beaucoup plus pratique pour aider à opérationnaliser la mise en œuvre des propositions de la partie 2 avec des tableaux très précis d'aide au questionnement, des fiches d'auto-évaluation, etc. Voilà. Donc, on est parti d'une démarche type qui répond à ce qui nous semble le plus souvent mis en œuvre, puisque si l'obligation est posée, la méthode n'est pas imposée. Voilà. Et dans chaque phase, dans chacune des 5 phases, on propose effectivement ce qui peut enrichir en termes d'évaluation différenciée des risques. Voilà. Sur la première étape de structurer la démarche et mobiliser les acteurs, j'attirerai votre attention plus précisément sur la définition des unités de travail, hein, puisque j'ai dans ma longue carrière, je crois, on peut le dire, vu très très souvent, par exemple, des unités de travail très détaillées lorsqu'on parle d'ateliers techniques et autres, mais d'un seul coup, dans des entreprises où il y avait plusieurs sites, par exemple, j'avais une unité nationale sur le travail tertiaire sédentaire pour tout le monde, en fait, pour tous les gens qui travaillaient en bureau, qu'on soit en direction, qu'on soit aux achats, qu'on soit à l'accueil, tout ça. Donc voilà, donc ça présume quand même qu'on on va rater un certain nombre de conditions de travail et de modalités de réalisation du travail différentes en fonction de où on est, de son activité. Donc tous les travaux tertiaires, tous les travaux d'entretien ne sont pas les mêmes en fonction des bâtiments dans lesquels on intervient, etc. Donc bien veiller à ce que la répartition en unités de travail reflète bien et permette bien d'aller analyser les conditions de travail sur l'ensemble des situations de travail des salariés. Voilà. La deuxième étape, c'est effectivement contextualiser l'évaluation. Donc là, c'est à ce niveau-là qu'on propose d'aller recueillir un certain nombre de données population et de parcours professionnels pour intégrer ça dans le travail auprès des unités de travail. Donc là, qui est la troisième phase. Donc c'est ce que j'entendais un petit peu dans la table ronde en début d'après-midi. Hein. C'est la partie, et ce que reprenait Jean-François Nathan, c'est l'importance pour nous de la participation de celles et ceux qui font le travail. Voilà, et ça paraît une évidence, mais on voit encore effectivement des documents uniques faits sur table. Donc voilà. Donc
une autre proposition s'intègre là-dedans. Et pour faire ça, dans cette troisième phase, j'ai une slide juste après là qui précise les choses. Ce qu'on propose, si on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, ce qu'on propose, c'est d'explorer pour tous les risques qui sont déjà explorés dans un document unique existant, d'explorer 6 items dans lesquels on propose, dans la partie 3, des questionnements précis pour aller faire émerger, s'ils n'existent pas, tant mieux, mais au moins questionner les éventuels éléments de différenciation entre hommes et femmes. Donc ces 6, c'est l'environnement physique de travail, l'organisation du travail et les process, l'organisation et l'articulation des temps de travail, les relations au travail et le management, le parcours professionnel et les compétences, et les facteurs de risque impactant la santé reproductive des femmes et des hommes. Et c'est là où on voit par exemple que le côté préétude de la population peut être intéressante. Si je prends l'item 4, les relations au travail et le management, ben, si on s'aperçoit par exemple dans la recherche de données qu'on va arriver sur une unité de travail qui est très récemment en mixité, voilà, ben, on va peut-être poser sur la table en tant qu'animateur, animatrice de cette démarche, la question de comment ça se passe, cette nouvelle mixité. Est-ce que tout est adapté? Est-ce que les relations sont compliquées? Est-ce que voilà. Si personne ne nous en parle, c'est aussi notre rôle de poser ça sur la table, parce que c'est aussi la question que ça soulève, c'est que souvent ces risques ou ces questions-là sont invisibilisés et ne sont même pas conscientisés. C'est-à-dire que c'est pas les personnes qui occupent ces postes de travail qui vont vous en parler forcément. Donc c'est bien aux personnes qui sont chargées d'animer cette démarche-là de poser ces sujets-là sur la table. Et après, bah, s'ils sont déjà traités, s'il n'y a pas de difficulté, bah, il n'y en a pas, c'est pas grave. Voilà. Donc ça, c'est la grille de lecture pour enrichir les risques déjà identifiés dans une démarche normale. Et après, il s'agit aussi d'intégrer les VSST comme un risque professionnel. Et pour ça, diapo suivante, s'il vous plaît, nous, on propose de les aborder. C'est vraiment l'évaluation sous l'angle d'une approche organisationnelle des VSST, hein, des violences sexistes et sexuelles au travail, et on propose de les traiter comme ce qu'ils sont, c'est-à-dire des RPS. Donc sur la même logique, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un risque avec une cause, un seul facteur de danger et un risque d'y être exposé, mais on est sur chercher à identifier un certain nombre de facteurs de risque et un certain nombre de facteurs de ressources et de mettre en balance ces éléments-là pour envisager non pas si une équipe est entre guillemets, avec plein de guillemets, toxique, avec des gens qui pourraient avoir des comportements euh, qu'on pourrait qualifier de VSST, c'est pas du tout ça. L'idée, c'est de se dire, est-ce que l'organisation du travail telle qu'elle est plus ou moins propice à la survenue de violences sexistes et sexuelles au travail par peut-être des gens qui sont laissés isolés, etc. Et dans ce cadre-là, dans le guide, vous trouverez, à notre connaissance, c'est la première fois, une première formalisation de famille de facteurs de risque propres au VSST. Et des familles, voilà, c'est celle-là. Alors, je dépasse un peu le temps, donc je ne vais pas les détailler. Mais là, vous avez les familles de facteurs de risque qui sont beaucoup plus détaillées dans le guide. Et puis après, vous avez les familles de facteurs de ressources qui vous aident effectivement à repérer dans l'organisation de travail, des différentes situations de travail, ce qui pourrait limiter le risque de VSST ou au contraire l'augmenter, et à ce moment-là trouver des leviers d'action sur quoi on pourrait agir au-delà de l'attitude individuelle. Voilà. Pour conclure, il me semble vous dire que l'idée qu'on propose aussi dans la formalisation du document unique, c'est de l'enrichir. Alors là, c'est des propositions, hein, chacun fera aussi en fonction de sa formalisation existante, mais nous, il semblait intéressant d'avoir une présentation qui peut être assez classique, mais d'y adjoindre des données sexuées sur les unités de travail, le nombre d'hommes et de femmes, etc. Puisque j'ai entendu tout à l'heure, et je suis tout à fait d'accord avec ça, nous on part du principe qu'on évalue des situations à risque, mais pas des risques, voilà. Et donc pour chaque situation, ça nous semble aussi intéressant éventuellement de pouvoir indiquer un degré de mixité. Est-ce que les expositions relevées
concernent plus les hommes ou les femmes ou sont mixtes. Voilà. On propose aussi d'avoir une colonne qui permet d'identifier facilement des risques qui sont à considérer en situation de grossesse ou d'allaitement. Donc ça, c'est pour augmenter l'utilité du document unique pour les entreprises et effectivement leur permettre d'avoir un accès rapide à cette information en cas de déclaration de maternité et identifier plus facilement les postes qui nécessitent une réflexion sur leur adaptation. Voilà. Et puis après, tout ce qui est éléments de différenciation qui seraient remontés pour les personnes plus petites, plus grandes, voilà. Et ben ça, on propose non pas de dire pour les hommes si tel risque, pour les femmes tel risque, mais de les intégrer dans les éléments de description des situations de travail qui nous permettent et qui permettent à l'ensemble de l'entreprise de comprendre comment on est arrivé à dire qu'il y a un risque. Voilà. Et pour après, en face, en faire une identification de ces difficultés propres et pour pouvoir dire quel levier de prévention et d'action on peut mettre en face pour limiter ou supprimer ces difficultés-là. Voilà. Et puis, dans les situations de travail, l'intégration des situations à risque de VSST et donc des facteurs de risque, des facteurs ressources et de l'évaluation de ces risques-là lorsqu'ils existent. Voilà rapidement ce que je pouvais vous dire. C'est un peu rapide, je suis désolé, mais je vous encourage à aller lire le guide. Et si certaines entreprises ou certains acteurs relais de la santé au travail souhaitent effectivement se l'approprier, voire être accompagnés ou ont besoin de précision, n'hésitez pas soit à me contacter après, même si je ne suis pas là, ou alors à vous retourner vers l'ARACT Nouvelle-Aquitaine qui pourra aussi qui est sur le salon. Et vous avez encore quelques minutes, Monsieur Cattel, si vous le souhaitez. Pardon ? Vous avez encore quelques minutes si vous le souhaitez. Ah ben on m'avait dit 20 minutes pour laisser le temps le temps, on ne s'est pas bien compris. Mais on est bien, mais, on a voilà. le temps, ne vous en faites pas. Alors, ce qui me semblait important, en tout cas, à dire, si j'ai encore quelques minutes, c'est que j'entends souvent dire, quand je présente ça, c'est intéressant, mais comme on a encore un certain nombre non négligeable d'entreprises qui n'ont pas de DU, déjà, si on arrivait à leur faire leur document unique, ça serait bien. Puis ça sera après un petit peu la cerise sur le gâteau, quoi. Nous, ce qu'on propose dans ce guide, c'est vraiment en fait d'intégrer ces questions-là dans la façon de mener la démarche et dans une démarche de document unique classique. Voilà. Et donc, c'est un enrichissement de la méthode. Et on tient aussi à dire que pour nous, il n'y a pas d'intentionnalité d'avoir effectivement oublié ou minimisé des impacts pour les femmes parce qu'on considérerait moins la population féminine. Non, en fait, c'est vraiment... moi, j'ai fait 20 ans de prévention sans me poser ces questions-là avant d'arriver à l'ANACT. En fait, c'est vraiment la façon dont se sont construits et les environnements de travail et les politiques de prévention et les doctrines et les référentiels de prévention. Et c'est la faute de personne, mais maintenant, il faut qu'on arrive à rééquilibrer la prise en compte des risques pour l'ensemble de la population au travail. Voilà. Et merci beaucoup. Merci Nicolas Cattel. Jean-François Natton, venez à mes côtés. Vous pouvez applaudir. Vous êtes applaudi en direct de Limoges. Jean-François Natton, où êtes-vous? Venez à mes côtés. Avons-nous des questions pour nos deux intervenants, suite à ce qu'on vient de voir, d'entendre? Vous allez voir, ils sont très timides au début, et puis après, ils ont des questions, éventuellement. Non, pas de questions. Vous avez été a priori très clair. A-t-on des questions sur le chat? On n'a pas de questions non plus sur le chat. Ah, on a une question, tout à fait. Madame Théry, allez-y. Ouais, merci beaucoup pour ces deux éclairages. J'avais une question pour Jean-François Natton. Est-ce que, après cet avis du CESE, qui est assez innovant dans la façon de penser la place de l'entreprise aujourd'hui dans le monde et sur la Terre, est-ce qu'il y a aujourd'hui une suite finalement donnée par le CESE à cet avis en termes de suivi? Comment les entreprises s'en emparent? Comment les pouvoirs publics aussi s'en emparent? Depuis quelques années, il y a les CSE ont
une prérogative en matière d'environnement et de transition écologique, et notamment de pouvoir d'être consulté sur les organisations, les nouveaux procédés et leur impact sur l'environnement. Et comment ça se joue dans les organisations syndicales et dans les entreprises. Aujourd'hui, je vois le sourcil en chapeau, je me dis ouï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 . Et comment nous, les préventeurs, on peut s'emparer de ces questions-là. Il semblerait que dans le prochain plan national santé-travail décliné en région, cette dimension de la transition écologique ait une bonne place. Tout comme d'ailleurs il y a la question du DU genré. Et merci beaucoup Nicolas Cattel. C'était intéressant de voir aussi cette nouvelle approche, même si quand on l'écoute, on se dit bah oui évidemment quoi. Donc voilà, je ne veux pas être trop longue. Jean-François Natton, une réponse à apporter. Alors, je l'ai dit d'une manière détournée, mais bon, une des grandes difficultés du Conseil économique et social, c'est que si, objectivement, lisez les avis, lisez-en, c'est excellent. Sauf que quand je vous ai questionné, ben, vous ne connaissiez pas. Donc voilà. Donc on a un gros travail, en fait, de promotion de nos propres travaux. Et il faut le dire, la grande difficulté, c'est que ce gouvernement, mais le précédent était un peu plus actif, mais voilà, ne prend, quand j'ai dit qu'on était la chambre du premier mot des lois, on aimerait bien que ça soit vrai, enfin qu'on s'appuie plus sur nos travaux. Parce que ces travaux, ils sont vraiment le fruit d'une confrontation, mais ce que j'ai essayé d'exprimer en mode positif, c'est-à-dire chercher ce qui nous rassemble. Et chercher ce qu'on va appeler, pour moi c'est pas un gros mot, le consensus. Alors je sais bien qu'on est dans un moment de l'histoire du monde et de notre pays où il faut être dans l'invective, il faut être dans le bruit et la fureur, il faut faire de la com, il faut faire des coups. Alors, le CESE, c'est pas ça. et la difficulté, c'est que comme c'est pas ça, ben on passe à côté, quoi. Alors, parlez bien dans le micro. Oui, mais c'est bon. C'est un peu l'Italie. Voilà, donc objectivement, c'est une difficulté, c'est qu'il n'y a pas de valorisation en fait et de prise en compte suffisante du travail effectué. J'ai en mémoire un travail extraordinaire qu'on a fait, un avis qui s'appelle Fracture et transition réconciliée à la France. Là, on est juste après la crise des Gilets jaunes. On est en plein. On fait un avis magnifique. Si d'aventure il y avait une lecture, une prise en compte par celles et ceux qui nous gouvernent des préconisations de cet avis, pas toutes, mais ne serait-ce que 10%, je pense qu'on ne serait pas dans la catastrophe, l'accentuation de la catastrophe dans laquelle nous sommes. Donc ça c'est dit. Parce qu'il y a un vrai problème démocratique en fait. Alors, on n'est pas reparti sur une conférence, oui. Jean-François Natton. Voilà. Là, et donc là, on a... et cet avis, il vient après toute une série d'avis du Conseil économique qu'on peut dire qu'on a été l'institution la plus à l'avant-garde des enjeux environnementaux. Parce qu'à siéger chez nous, Jean Zouzel, on a eu toute une série de personnalités très engagées au sein du Conseil. Et on a toutes les organisations environnementalistes qui siègent. Donc on est traversé par ces questions-là. Mais c'est la première fois qu'on a fait conjuguer, en fait, travail et environnement. Et c'est la première fois que nous-mêmes, organisations syndicales, on s'est en fait confrontés à cette question du travailler autrement dans le cadre de la défense du vivant. Et c'est la première fois que les environnementalistes ont été confrontés au travail.
Parce que nos amis sont des fois un peu yaka fouka et très peu dans la connaissance en fait des situations de travail. Très peu. Et donc cet avis, ça a été un électrochoc en fait. Et maintenant cet avis, c'est comment on le fait vivre. Alors comment on le fait vivre? Mille merci d'inviter le CESE à Limoges, Nouvelle-Aquitaine. Mille merci. Alors c'est vrai qu'on a fait beaucoup de choses avec la NACT. On a fait beaucoup de choses, j'aurais dire, oui, les DRESS, c'est comme ça qu'on dit maintenant, se sont mobilisés pour nous inviter. Et puis il y a un très gros travail sur nous-mêmes. Alors quand je dis le nous, c'est parce que je suis militant d'une organisation syndicale. Et donc on a aussi, nous, le syndicalisme, à se réinterroger sur ses orientations et ses priorités. Et si les priorités sont le travail et le vivant, eh bien, il faut aussi que dans nos pratiques et dans la manière dont on se mobilise dans les entreprises, on soit sur ces terrains-là. Puis bon, pour ceux qui sont... J'ai fait une petite incise sur lutte de classe et rapport de force qui n'étaient plus adaptés au temps présent. Ben, j'espère que ça fait écho, qu'il y a un vrai questionnement sur le syndicalisme du temps présent. S'il n'est pas en capacité de répondre à ce travail autrement, il disparaîtra, parce qu'il n'aura plus aucune utilité. Merci beaucoup Jean-François Natton. Merci aussi à Nicolas Cattel qui était avec nous en visio. Merci messieurs, merci infiniment. Merci beaucoup.